כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue à vous Pascal Azoulay. Bonjour, salut. Ça va ? Ça va bien, merci. Bon, tant mieux. Alors, vous êtes, si vous nous rejoignez, eh bien, restez avec nous parce que le parcours de Pascal est un petit peu particulier, on va dire, parce que vous n'étiez pas spécialement religieux, rien n'était prévu pour vous, en tout cas, vous n'aviez pas du tout programmé de venir vous installer en Israël, et pourtant, alors que vous étiez publiciste dans le monde de la musique, on va dire ça comme ça, vous étiez même un précurseur des radios web. Exact, oui. Ouais. J'ai créé une radio web en 1996 qui s'appelait seu.com, sayhoo.com. Voilà, et ça a marché très bien pendant longtemps. Oui. Franchement, vous étiez bien, quoi. J'ai toujours été bien, moi. J'aime bien être bien. C'était sympa cette période ? Oui, c'était très sympa. J'ai été journaliste dans la musique et puis j'ai créé cette entreprise. Donc, travaillé avec Radio Nova aussi ? Exactement. Je vivais comme un prince, on va dire, en France et à Paris, avec des gens que j'aime et avec des gens qui m'aimaient. Et puis, j'ai fermé le business après 7 ans de travail intensif, en 2000, en 99 exactement. Et en 2000 a commencé l'Intifada. En Israël. Mais vous étiez proche toujours d'Israël ou vous regardiez ou peut-être pas plus que ça ? Non, j'ai toujours été sioniste dans le cœur sans être vraiment présent en Israël. Bon, j'ai passé 3 mois au kibbutz Megiddo dans les années 80. Ouais. J'avais adoré, mais après je suis rentré en France et j'ai été... je me suis dirigé vers le monde de la musique et c'était vachement bien. J'avais pas de soucis, mais j'avais un très bon souvenir de l'ambiance du kibbutz et aussi de l'ambiance de la fraternité en Israël. Mais comme en France, il y avait une fraternité à l'époque qui était vraiment très nourrissante pour moi. Intellectuellement et même, je me sentais vraiment en harmonie complète avec le pays, les gens. Avec mes frères français. Et à la faveur de l'Intifada et à la faveur de la clôture de cette entreprise, je me suis retrouvé dans une situation personnelle et aussi dans une situation politique. Bon, alors vous me parlez de l'Intifada, mais l'Intifada, c'est en France, c'est pas en Israël, ça n'a rien à voir. C'est ça. Moi, je l'ai ressenti très fort. En France. En France, oui. En 2000. Comment ? C'est cette idée de fraternité que je pensais que... je suis de la génération SOS Racisme, d'une génération de gens qui sont nés dans les années 60, dans l'idée que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale n'arrivera plus jamais. Et puis d'un coup, je ne l'avais pas vu venir. J'avais vu que ça avait un peu changé la génération des jeunes de banlieue. Moi, j'ai grandi en banlieue aussi avec eux. Et j'ai vu dans quelle banlieue vous avez grandi ? À Ris-Orangis. Ok. Et après, j'étais à Nation. On allait Nation Montreuil. Et donc voilà, d'un coup, j'ai vu que... Waouh ! À la faveur de l'Intifada, j'ai vu qu'un antisémitisme était plus... il y avait un antisémitisme virulent en France. Non seulement virulent, mais ancré et spécifique chez une partie des jeunes de banlieue qui Alors c'était quoi ? C'était le fait d'avoir vous aussi grandi dans des quartiers populaires et de voir que ces jeunes avec qui vous aviez forcément une proximité évidente, naturelle, et bien finalement vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous identifier à eux ? J'ai compris que la façon dont j'ai vécu en France, et qui m'a beaucoup plu, était terminée. Et j'ai compris aussi que je n'avais pas envie de fonder une famille et d'avoir des enfants en France. C'est triste à dire, mais c'est ce qui s'est passé. Et comme je suis un garçon curieux et que la situation politique en Israël me semblait très intéressante, puisque c'était l'Intifada, et qu'il y avait en même temps, je sentais qu'il y avait un vivier très intéressant aussi bien dans le high-tech que dans la culture. Ouais, parce que vous auriez pu partir aux États-Unis. Oui, non, j'ai pensé aller vivre en Espagne, aux États-Unis, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi, à la faveur d'une rencontre, je suis venu en Israël en 2000. Un heureux hasard, on va dire. Un heureux hasard. Et puis,
Et puis j'ai continué à venir, puis j'ai vu que c'était vachement sympa. Même avec l'antifada, finalement, même avec la tension. Même avec la tension, j'ai vu que c'était vachement sympa. La vie au quotidien, voilà. L'ambiance, les gens, le foisonnement. Oui, la suractivité, l'hyperactivité israélienne et cette fraternité aussi qui pour moi était quelque chose d'importante. Donc voilà quoi, vous choisissez. J'avais des choses à finir en France et puis finalement en 2003, j'ai pris la décision et je suis monté en 2004. En Israël ? En Israël, seul, essentiellement dans le but de fonder une famille dans un cadre qui me semblait adéquat. Et ça a été le cas. Non seulement j'ai fondé une famille, mais je me suis fondu au cadre et le cadre s'est fondu à moi aussi. C'est beau ça. Ouais. Alors vous avez choisi Tel Aviv pourtant au départ. C'était plus simple ? C'était plus simple pour fonder une famille, oui. Pour rencontrer des gens, en tout cas. Rencontrer des gens. Ouais, il paraît. Non, mais en même temps, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais Tel Aviv en 2004, c'est toujours très sympa Tel Aviv, mais c'était encore plus simple à l'époque. C'était moins cher, c'était plus. C'est vrai que c'était plus facile à vivre, voilà. Donc je me suis installé au Chouk à Carmel. Et à côté du Chouk à Carmel, quoi. Comment c'était les débuts ? Parce que vous ne parliez pas l'hébreu ? Un petit peu en fait, les 6 premiers mois, j'étais à Ranana, justement pour ne pas être à Tel Aviv et pour être sérieux à l'Ulpan. Et donc, vous avez de la suite dans les idées. Donc, voilà. Pour être sûr d'apprendre l'hébreu, de ne pas sortir tous les soirs et d'arriver à 8h du matin à l'Ulpan, voilà, vous êtes allé à Ranana. Exactement. J'adore. Ça a marché ? Ouais, c'était très bien. Ouais. Je me suis retrouvé donc dans une classe avec des gens qui venaient de tous les pays, qui avaient tous à peu près le même âge et qui avaient une volonté d'apprendre l'hébreu sérieusement. Et c'était assez drôle parce qu'on était comme une classe de maternelle avec des gens qui avaient plus de 40 ans, qui étaient médecins ou qui étaient de différents horizons. Et c'est vraiment, on commence la maternelle, une nouvelle vie, et puis on rigolait beaucoup de ça. Et puis on avait une très bonne prof. Bref. Vous avez gardé des contacts de cette période-là ou pas ? J'ai gardé contact avec la prof d'hébreu, qui s'appelait Lisa. Ouais. Et j'ai gardé contact avec des gens du Merkaz Klita, bien sûr. On n'était pas dans la même classe, mais on restait en contact, bien sûr. Ouais. C'était alors, très après bonne ça, période. il faut travailler. Donc j'ai commencé au départ comme traducteur technique dans une société israélienne de high-tech. Je traduisais de l'anglais en français. Et puis après, je suis allé vivre à Tel Aviv et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans l'immobilier à cette époque. C'était en 2007, quoi. Non, en 2000, pardon. 2005. En 2005, exactement. Ouais. Et j'ai commencé à faire d'immobilier à Tel Aviv en tant qu'agent immobilier. Et puis, ça a marché. Pour moi, parce que on se promène, on rencontre des gens. Et puis Tel Aviv, au niveau immobilier, c'était une ville, et c'est toujours une ville intéressante, mais à l'époque, c'était encore moins cher, donc il y avait c'était plus en pleine gestation, voilà, c'est ça. Non, puis il y avait à faire, quoi. Il y avait beaucoup de choses d'immeubles ou d'appartements à rénover. Enfin, c'était pas mal. Et je me suis adressé à des clients français qui ont amené beaucoup dans l'immobilier, on peut dire, en Israël, puisqu'ils ont amené un style et une façon de vivre. Ouais. Bon, certains disent qu'ils ont amené surtout le fait de payer très cher les appartements Starler. C'est pas vrai, non. Mais qui c'est qui les a vendus ? C'est des Israéliens, non ? Ouais. D'accord. Bon. C'est pas... Ok. D'accord, j'ai rien dit. Donc ensuite, vous restez combien de temps à Tel Aviv ? Vous rencontrez votre femme, vous vous mariez ? Voilà, exactement. En 2006, je rencontre Vered, et puis on se marie, on fait des enfants, et puis on mesure que... Donc au départ, on vivait dans le centre de Tel Aviv, on mesure que la vie commence à être un peu plus stressante. Pas seulement le fait d'avoir des enfants et que il faut gagner plus d'argent, c'est pas vraiment ça le problème, mais pour circuler, pour faire des choses, ça devient des grandes entreprises, c'est moins facile. Donc on est parti vivre dans un quartier qui s'appelle Ramat Israël, qui est à la frontière de Tel Aviv, qui était quand même un petit kibbutz. On pouvait y marcher à pied. On peut toujours y marcher à pied. Il y a des francophones dans ce quartier, Ramat Israël ? Oui, bien sûr. Un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais en tout cas, c'est agréable. Oui, nous, on est parti là-bas en 2010. Ça ressemblait un peu à Navy Tzedek de 2004 aussi. C'est pour ça qu'on est parti là-bas. Et puis c'était pas mal, mais aussi petit à petit, on s'est aperçu avec le deuxième enfant, on voit que les choses sont plus compliquées. Comme on dit en hébreu, zelozorem, ça coule pas de source.
il faut se battre. Il y a des jours où il faut se battre pour tout et c'est pas sympa. J'ai pas la patience pour ça. C'était pas pour ça que tu étais venu en Israël. C'était pas pour ça que j'étais venu en Israël, exactement. Moi, j'avais aimé la rapidité, le fait qu'on peut prendre rendez-vous chez quelqu'un le matin pour l'après-midi. Et là, on s'aperçoit ça a commencé à changer. Exactement, que la vie quotidienne est plus contraignante. Bah, ça va, c'est encore bien. Hein. Je souhaite à tout le monde d'aller vivre à Tel Aviv. Mais bon, nous, on avait besoin de quelque chose de plus... de plus fun, de plus cool, de plus agréable. Voilà. Et donc, on a des amis qui ont créé une communauté écologique en Galilée, dans un kibbutz qui s'appelle Roukouk. Ils l'ont créé en 2008 et on les a visités régulièrement et on a toujours apprécié. Et à chaque fois qu'on y allait pour des week-ends, on avait envie d'y rester. Quand même, partir de Tel Aviv au kibbutz, il faut avoir... c'est quoi ? C'est parce que tu avais... c'est 1h30 de route. Ouais. Non, c'est pas tellement la distance, c'est que c'est une autre façon de vivre. Je sais pas, peut-être le fait d'avoir été pendant 3 mois à Megiddo, c'est quelque chose qui me restait. Peut-être le fait d'avoir grandi en banlieue dans un endroit près de la nature aussi, c'est quelque chose qui me restait. Mais en tout cas, là-bas, ça avait l'air très bien aussi. Ouais. Et donc... Qu'est-ce qui qui vous a tous les deux décidé ? Il y a quelque chose, il y a une visite, il y a un moment... À partir de 2012, on voulait vraiment y aller, mais chaque année, on l'a reporté. En 2013, et en 2012 et en 2013, on l'a reporté parce que moi, je pensais que j'avais encore des choses à faire dans l'immobilier. Vérène, ma femme, avait aussi des projets qu'elle voulait terminer. Et puis en 2014, on s'est dit, bon, c'est le moment, on y va. Et puis les enfants avaient grandi. C'était un grand bouleversement pour eux ? Pour les enfants ? Ouais. Non, 1 semaine. Et non, c'est pas vrai. La grande, ça lui a mis 2-3 mois. Mais enfin, de toute façon, c'est très. Je pense, je vois pas d'enfant pour qui c'est un problème de vivre près de la nature. Ouais, c'est sûr. Ça a dû leur changer leur vie complètement. C'est le meilleur parc d'attraction. Oui, bien sûr. Ouais. Et nous, pour nous, ça a été, on va dire, de trouver sa place. Ça met un peu plus de temps, de savoir avec quoi on va travailler, de savoir avec qui et comment travailler. Tout était un peu plus lent. C'est une nouvelle alia de passer de Tel Aviv à Roukouk, oui, moi, dans un petit kibbutz dans le nord de la Galilée. Oui, je le dis, je le pense comme ça et je l'ai vécu comme ça. C'était Ça veut dire quoi ? Il faut se refaire un réseau, il faut réfléchir autrement, il faut faire quoi ? On a eu la chance d'arriver dans une structure où il y avait déjà des amis et des gens qui vous ont aidé pour nous aider. Et je le conseille à tout le monde de ne pas partir en Galilée. D'abord, j'invite tout le monde à aller vivre en Galilée ou dans le Negev, de ne pas réfléchir qu'au centre. Mais effectivement, il faut le faire en sachant chez qui on va et avec qui on va vivre. Ce sont des petits endroits et donc c'est très important de savoir avec qui on vit et dans quel cadre on va vivre. Maintenant, le travail... C'est un kibbutz religieux, Roukouk, ou pas du tout ? Non, c'est un kibbutz qui a été créé en 1948. C'était la réserve d'armes du Palmar. Il y a un fort qui a été construit. C'était un kibbutz très important stratégiquement pour toute la région. Et c'est un kibbutz qui a toujours été chiloni, qui a toujours été... Mais à la faveur de l'arrivée de cette communauté écologique, il y a une synagogue qui s'est créée. C'est une communauté vaste et variée. Et diverse, voilà. Et diverse. Il y a des religieux. Dans les religieux, il y a des Shomrei Mitzvot. Et il n'y a pas que des religieux. Il y a des gens qui sont végétariens. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui... Comment ça se mélange tout ça ? Tout le monde se respecte ? Ça se mélange bien, oui. C'est comme en Israël. Il y a des communautés au sein des communautés. C'est toujours le même principe. Et il y a une espèce de spirale qui fait que tout le monde avance ensemble. C'est chouette. Ouais. Donc sans regret pour Tel Aviv ? Non, sans regret. Peut-être pour la retraite ou même pas ? Peut-être, je ne sais pas, on verra. Bon, alors, ce qui est sympa, c'est que, fort de ce changement, vous avez aussi changé d'activité. Vous avez laissé tomber l'immobilier et vous êtes devenu... comment je peux résumer ça ? Vous avez monté une boîte, tout simplement, qui s'appelle La Charrette de Galilée et vous êtes mis à vendre des produits. Des produits alimentaires de Galilée. Voilà. Ça m'a mis du temps. C'est on met un peu de temps pour se mettre en place, en fait. Vous êtes dit quoi ? Alors, vous êtes dit quoi ? Parce qu'on se dit toujours, quand on doit monter un business, on doit réfléchir d'une certaine façon. On doit réfléchir à un manque, à qu'est-ce que nous, on pourra apporter. C'est ce que... D'abord, j'ai passé le diplôme de maître nageur pour pouvoir faire des petits... trouver un emploi sympathique. Pour travailler dans le Nord. Voilà, travailler dans les piscines des kibbutz. Ouais, dans les piscines des kibbutz. Vous avez fait ça longtemps ?
J'ai fait 3 saisons. 3 saisons maître nageur. C'était chouette? Ouais, c'était très sympathique. Il faut être quand même très ouvert d'esprit. Oui, puis il faut avoir les nerfs aussi. C'est ça. Mais ça va, pour qui aime nager, c'est très bien. Et d'être maître nageur, ça m'a permis de connaître mieux des agriculteurs. De vivre en Galilée, ça m'a permis de comprendre qu'il y a des produits magnifiques, des produits alimentaires, des fruits et des légumes magnifiques, et même des huiles et des fromages. Et je me suis dit, voilà, et j'ai compris qu'il y avait en Galilée de quoi répondre à un besoin des gens qui habitent dans le centre, qui recherchent des produits de qualité et qui ne les trouvent pas forcément à des bons prix. Donc fort de ça, vous avez fait un petit mix et vous êtes J'ai commencé avec une petite voiture et puis maintenant j'ai un local et puis dans ce local il y a beaucoup plus de produits et avec ce local il y a un site internet, ça s'appelle La Charrette de Galilée pour la version francophone et il y a un site qui est en français et en hébreu. Et voilà. Si on vous avait dit il y a quelques années que vous alliez vendre des produits bio et autres, vous l'auriez cru? Non, je pense pas. Inimaginable. Non, que je fasse un business autour de la terre, enfin de l'agriculture, je pense pas que j'y serais. Je l'avais pas prévu. Et pourtant, c'est rigolo parce que ça vous rend très heureux d'être proche de la nature. Et ça me rend encore plus heureux d'amener des bons produits et d'avoir un bon retour. Ça me fait aussi bien dans la musique, dans l'immobilier ou maintenant, ça m'a toujours fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Bon, on va finir sur cette jolie phrase. Voilà, Lalia, ça vous a aussi permis de faire plaisir à d'autres Israéliens du nord, du centre, bientôt aussi à Jérusalem. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir raconté ce parcours, on va dire, un peu atypique, mais comme tous les parcours d'Alia toutes les personnes qu'on a la chance de rencontrer ici dans cette émission, c'est toujours touchant et toujours très intéressant. Voilà, on vous souhaite bonne chance alors dans votre nouveau business et à très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.